Alors pour ce premier numéro du côté des comics, on va parler de 3 sorties VF et de 2 sorties VO. En VF, on traitera de La vie de Captain Marvel, sorti récemment chez Panini Comics. On traitera de Maestros, sorti chez iComics. Et on traitera enfin de Deadly Class, sorti chez Urban Comics. Et du côté de la VO, on va parler de Heroes in Crisis, de DC Comics et de West Coast Avengers chez Marvel. Alors, vous n'êtes pas d'ici? C'est une histoire compliquée. J'ai des souvenirs qui me reviennent. Comme des flashs. Je crois que j'ai vécu ici. Alors on commence avec une des nombreuses sorties Panini Comics consacrées à Captain Marvel ces derniers temps, et plus précisément Carol Danvers, puisque c'est La vie de Captain Marvel, sortie mercredi 6 février pour 18 € chez Panini. La vie de Captain Marvel, c'est une mini-série qui est sortie en VO second semestre 2018 et qui était supposée nous fournir des origines définitives au personnage. Le tout écrit par Margaret Stoll et dessiné par Carlos Pacheco pour la plupart, avec des flashbacks dessinés par Marguerite Sauvage et Erika Durso. Je vais commencer par vous avouer quelque chose, c'est que j'ai pas d'affinité particulière avec Margaret Stoll, sachant que mon avis est principalement basé sur ces Mighty Captain Marvel d'il y a 2 ans, que je trouvais intéressant dans la thématique, mais plutôt insipide dans la réalisation, si vous me pardonnez l'expression. Et même si ça coince un peu moins ici, c'est toujours pas ça. Il faut savoir que Margaret Stoll, à la base, c'est une romancière young adulte. Du coup, je me dis que c'est peut-être juste que je suis pas la cible. Et à la lecture de ce tome, je me dis que c'est probablement le cas au final. Mais la mini-série a au moins une qualité, c'est encore une fois la qualité de sa thématique. Donc c'est présenté comme une origin story, mais au final, la vie de Captain Marvel, ça se déroule principalement dans le présent. Ça se situe juste après le tout début de run de Jason Aaron sur les Avengers. Donc pour ceux qui commencent à lire Marvel Fresh Starts chez Panini Comics, qui vient tout juste de débuter, la sortie tombe bien du coup. Captain Marvel fait partie de la nouvelle équipe des Vengeurs, et juste après ce premier arc, elle décide d'aller rejoindre sa famille parce qu'elle est perturbée par des souvenirs de son passé, où on se rend compte que elle a eu un passé plutôt difficile avec un père violent envers elle et ses frères. Et du coup, elle décide d'aller retrouver le cocon familial où il reste plus qu'un de ses frères et sa mère, puisque son père est décédé quelques années avant et que son frère est mort au combat également. Du coup, en tentant. La série se passe beaucoup dans la tête de Carol, chercher comment essayer de parler aux gens et comment gérer les difficultés qu'elle rencontre. En essayant de parler à sa mère, elle se retrouve confrontée à un secret assez sordide du passé de son père. Et elle se met dans une situation où elle crée un accident qui l'oblige à rester auprès de sa famille pendant un long moment. Donc on nous dit clairement qu'elle est là pendant plusieurs mois. Et du coup, on en découvre un peu plus sur son passé tout en restant au sein de cette famille pendant 5 numéros. Donc c'est une série très intimiste, euh, qui n'hésite pas à parler de sujets sombres, et c'est une de ses principales qualités, je pense, et à nous montrer comment l'héroïne s'est construite, non pas en tant que personnage qui a obtenu des pouvoirs et est devenu une héroïne comme ça, mais est devenu un personnage fort avant même d'avoir ses pouvoirs, et s'est construit une personnalité d'héroïne de par son passé trouble. Alors le problème, c'est que dans l'écriture, c'est déjà c'est pas mal dans le présent, et on nous présente ça comme une origin story, donc on comprend assez rapidement comment ça va se faire. La plupart des twists, en fait, tous les twists sont assez facilement trouvables bien avant qu'ils soient dévoilés, et surtout sont pas super inédits. J'ai trouvé que c'était un manque d'originalité assez sévère, et ça m'a fait assez mal parce que j'avais eu des bons échos sur la série, comme quoi c'était une très bonne série avec des bonnes origines. Ce que je me dis, c'est que je suis peut-être un lecteur un peu trop vieux et que c'est peut-être principalement fait pour des nouveaux lecteurs qui connaissent pas assez le personnage, enfin qui connaissent pas encore tellement le personnage, qui cherchent à découvrir. Dans ce cas, c'est probablement une série intéressante. Ça fait quelques années quand même que je lis du Miss Marvel à la base et du Captain Marvel depuis. Et du coup, j'ai eu un petit peu de mal avec cette série. Côté dessin, Carlos Pacheco est
correct, mais ouais, pas exceptionnel non plus. Il est ancré par Raphaël Fonteriz et colorisé par Marcio Meniz. C'est c'est ce que je qualifierais d'un travail alimentaire, quoi. Le dessin est beau, mais j'ai pas été transcendé. Là où j'ai été un peu plus agréablement surpris, c'est sur les flashbacks, principalement avec Marguerite Sauvage, qui fournit un travail plutôt magnifique, qui vaut le coup d'œil, et particulièrement sur le deuxième numéro à l'intérieur, qui a un passage en noir et blanc qui est plutôt superbe. Et sur le quatrième numéro, c'est Erika Durso qui gère le backup, qui est plutôt joli aussi. Du coup, le résultat, c'est qu'on oscille entre du positif et du moyen, pour une histoire qui se veut fondatrice, mais qui manque cruellement d'originalité, selon moi. Et le problème, c'est que c'est en effet une origin story dans le sens où ça introduit une retcon assez importante sur le personnage, sur ses origines, et ça en fait une histoire assez importante pour tous les lecteurs, même si pour moi, c'est pas une histoire destinée à tous les lecteurs. Et ça, c'est un peu dommage. Mais bon, je vous le conseillerais si vous êtes un nouveau lecteur et que vous voulez découvrir le personnage, ce qui risque d'arriver avec la sortie du film. Alors, petit point bonus sur le sujet d'ailleurs, je tiens à dire à mettre une alerte sur les absolutistes de la continuité, comme j'ai pu l'être à une époque, comme je le suis parfois encore. Sur la période d'absence de Carol notamment, qui est complètement incompatible avec la continuité normale de Marvel, parce que elle s'absente plusieurs mois. On sait bien que si elle s'absentait plusieurs mois, elle serait absente 3 ans des publications Marvel et ça n'aurait pas de sens. Et sur sa relation avec Tony Stark, qui a tendance à changer d'un auteur à l'autre entre Avengers, Captain Marvel et cette série Life of Captain Marvel en VO. Du coup, voilà, ça peut causer quelques perturbations. Du côté de Maestros, maintenant chez iComics, qui est sorti à 17,90€ le 23 janvier dernier. Si vous suivez les sorties iComics ou si vous suiviez à l'époque les podcasts de Arts, les podcasts, il y a environ un an, quand la VO est sortie, vous avez pu voir que c'était un des derniers coups de cœur d'Alex dans les podcasts. Je comprends pourquoi maintenant que je l'ai lu, parce que je l'avais pas du tout lu en VO. C'est quoi? C'est une œuvre de Steve Cross qu'on a pu voir sur Western Town Guard récemment, qui fait l'écriture et le dessin. C'est colorisé par Dave Stewart et lettré par Phonographics. Sachant que le lettrage est important parce que visuellement c'est une œuvre complète, hein. Visuellement jusqu'au lettrage il y a un sacré travail. C'est plutôt pas mal. Donc qu'est-ce que ça raconte? C'est une histoire un peu barrée. C'est l'histoire de Will, qui est un mec qui serait un humain normal si c'était pas un magicien, enfin si c'était pas le fils d'un puissant magicien qui est le Maestros. Et le Maestros, qu'est-ce que c'est? C'est le mage le plus important, le plus puissant de la création. Sachant que quand je parle de création, je parle pas de création dans le sens où on pourrait l'entendre dans le sens de nos religions, Genèse, tout ça, puisque il est clairement dit dans la série que la création telle qu'on l'entend nous, notre univers, c'est un petit délire d'un ancien maestros qui s'est dit qu'il allait créer un univers sans magie pour voir ce que ça donnerait. Donc notre univers, notre création est une toute petite partie d'une création normale, et ce Will qui vit dans notre univers sur notre terre est en fait le fils du mage le plus puissant qui soit, le maestros, qui va hériter de son pouvoir au moment où le Maestros et toute sa lignée sont détruites dans leur univers, dans le plan dans lequel ils vivent, par un puissant ennemi. Et là où normalement il pourrait être amené à la vie, les moyens de les ramener à la vie ont été supprimés, donc il n'en reste plus qu'un pour prendre la place, et c'est notre cher Will. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive à la base, il a été banni par son père parce que quand il a découvert plus jeune qu'il était en fait le fils d'un maestros, il a commencé à suivre une formation dans l'univers de son père et à apprendre à maîtriser ses pouvoirs, à savoir comment tout ça marchait. Sauf que, disons que sa philosophie n'était pas compatible avec celle de son père et qu'il a fait des choses qui lui ont valu d'être banni à vie. Et là, il revient et il décide que la façon dont fonctionnent les choses n'est pas juste, et décide d'imposer une vision un peu plus gauchiste, dirons-nous, à l'univers et à toutes les créations. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne un personnage plutôt haut en couleur, qui a des convictions qu'on qualifierait de gauchistes chez nous, qui sont plutôt en fait des convictions de social justice warrior, dirons-nous, qui se retrouve dans un monde qui n'est pas du tout fait pour ça, et qui va essayer de le tuer, et surtout essayer de l'empêcher de changer les choses.
Donc pour moi, ça ressemble à une sorte de mélange entre Garth Ennis et Grant Morrison pour les idées de gauche, version 2010. Et c'est plutôt pas mal. Alors, ça contient, je crois en tout, ça devait être 7 numéros. Donc ça fait un tome assez dense. C'est une histoire qui se complète. On aura sûrement pas de second tome. Il y en a un qui est potentiellement annoncé, mais a priori l'auteur est pas sûr de le faire. Donc c'est une histoire autocontenue. On va se dire que c'est qu'un tome et que c'est très bien comme ça. Sachant que visuellement c'est très beau, c'est rempli d'idées un peu partout c'est un univers très fourni. Ouais, même si ça laisse la porte à une extension d'univers, c'est pas forcément nécessaire, quoi. Donc c'est une plutôt bonne lecture, je vous la conseille volontiers. Enfin en VF, on va finir avec le tome 7 de Dead Class qui est sorti ce vendredi, le 8 février à 14,50€ si je me trompe pas. Alors c'est un tome qu'on a attendu presque 11 mois, puisque le dernier était sorti en mars 2018. Donc c'est la série punk rock de Rick Remender et Wes Craig. Ça se passe directement après le tome 6. Alors il faut savoir que si on a attendu aussi longtemps, c'est parce que les publications se sont un peu ralenties en VO. Et d'ailleurs le tout premier numéro après le tome qu'on vient de recevoir là euh, est sorti la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Enfin c'est très récent, donc on n'est pas prêt d'avoir le prochain tome en VF, en tout cas ça c'est sûr. Donc enfin, prenez votre temps, même si c'est un tome assez rapide. Donc le tome s'appelle Live Like Blood, Love Like Blood, excusez-moi. Ça reprend directement après le cliff du 6, donc je vais vous en parler un peu. Donc si vous n'avez pas lu jusqu'au 6, sachez que vous allez être un minimum spoilé, donc spoiler alerte. Et je vais vous le dire tout de suite, c'est mon tome préféré jusque-là, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc le tome 6 finissait avec Marcus et Maria qu'on avait laissé un peu de côté pour des raisons évidentes dans les tomes précédents, qui a été retrouvé au Mexique par une partie de leurs amis, par une partie de leurs ennemis, pas mal de leurs ennemis même, et par quelques nouveaux, puisque les 2 derniers tomes introduisaient des nouveaux dans l'univers de Deadly Class, une nouvelle promotion en fait. Et ça finissait sur un cliffhanger où ils étaient retrouvés, ils étaient plutôt en mauvaise position. Donc ça reprend direct derrière tout ça, ce qui introduit pas mal d'action. C'est un tome qui. Oui, donc plein d'action, plein de sang, plein de balles qui volent, avec pas mal de soleil jaune, c'est très coloré, puisqu'on on est au Mexique plein jour. L'action se déroule sur plutôt peu de temps, donc tout ça est très ensoleillé. Et pourquoi pour moi c'est le meilleur tome de la série? Et ben parce que. Alors va falloir que je vous fasse comprendre la distinction que je fais entre quand Rick Remender raconte quelque chose et quand Rick Remender dit quelque chose. Puisque pour moi, jusque-là, Rick Remender, il racontait quelque chose. Il nous a raconté l'histoire du King's Dominion et il nous a raconté comment Marcus est devenu le personnage qu'il est, comment il a grandi, comment il est devenu prêt à être un tueur. Il nous a raconté comment la nature humaine nous amène les uns contre les autres. Il nous a raconté pas mal de choses sur la nature humaine, justement, sur comment on est prêt à se trahir soi-même, à trahir les autres pour survivre. Mais tout ça, pour moi, il manquait quelque chose. J'avais l'impression que Rick Remender ne nous disait pas ce qu'il avait, enfin là où il voulait revenir, et c'est un peu dans ce tome que ça vient. Là, il nous dit vraiment, il a vraiment un message à nous passer. C'est un peu l'apogée de la série pour moi. Je pense que derrière, ça va pas durer très longtemps. Là, il a mis en place, en gros, les pièces il a mis en place les pions pour la conclusion de la série, quoi. Et ça m'étonnerait que ça vienne trahir le message qu'on a dans ce tome. Donc voilà, pour moi, c'est le tome à lire de la semaine, hein, clairement. En plus, là, ça se lit très vite, malheureusement, j'ai envie de dire, puisqu'on va devoir attendre longtemps pour la suite. Et j'espère que la fin fera honneur à tout ça. Donc vous l'aurez compris, hein, si vous n'étiez pas déjà acquis à la série, je vous conseille de la lire. Et si vous étiez déjà acquis à la série, je vous conseille de sauter sur ce tome. Et voilà, faites-vous plaisir. Du coup, on va passer à la VO. Et la VO, on va commencer chez Marvel avec West Coast Avengers. Donc c'est une série qui n'est pas encore arrivée en France. Alors, je crois qu'elle est même pas annoncée, mais je suis à peu près sûr qu'elle va arriver au second semestre. Sous quelle forme, ça on verra. Puisque Fresh Start, excusez-moi, vient tout juste de commencer. Et que ouais, si c'est pas encore annoncé, ça devrait sortir second semestre.
Donc là, on en est déjà au 7e numéro en VO. C'est sorti le 30 janvier aux États-Unis. La série, elle est portée par Kelly Thompson, qui est une autrice phare de la Maison des Idées à l'heure actuelle. Kelly Thompson, elle bosse sur la plupart des meilleures séries en fait. Elle a bossé sur l'ancien volume de Hawkeye, qui est globalement le préquel à West Coast Avengers. Enfin, disons que c'est West Coast Avengers qui est la suite de Hawkeye. Vous comprendrez après pourquoi. Elle a bossé sur Jem and the Hologram, c'est comme ça qu'on a un peu découvert en 2015. C'était chez IDW. Ensuite, elle a fait du Secret Invasion avec du Captain Marvel and the Carol Corps, du A-Force Volume 2, du faire Captain Phasma pour Star Wars. Elle a fait pas mal de séries en fait, quasiment que des séries qui sont tournées autour des femmes. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Attendez, j'ai une petite liste, mais j'ai essayé de le faire sans ma liste. Ouais, je l'ai dit, James and the Hologram. Elle a fait Nancy Drew récemment. Je vous en reparlerai sûrement prochainement chez Dynamite. C'était pas mal. Elle fait Mr. and Mrs. X, qui est la suite de Malicia Gambit, qui était une mini-série de 2018. Et là, c'est la suite, et vous comprendrez pourquoi si ça n'a pas été encore publié. Je sais plus si ça a été publié, mais je suis pas sûr. Voilà, c'est déjà pas mal. Et si, elle fait Jessica Jones en ce moment, et la nouvelle série Captain Marvel. Elle fait pas mal de choses. Voilà, donc on sera amené à reparler d'elle. Hein. Pour moi, c'est une des meilleures autrices de Marvel en ce moment. Donc revenons-en à West Coast Avengers. De quoi ça parle? Donc ça parle de Kate Bishop. Donc c'est la Hawkeye, sachant qu'il y a deux Hawkeye qui portent le nom de Hawkeye en même temps. Il y a Clint Barton et sa protégée Kate Bishop. Pendant un moment, ils étaient même tous les deux dans une série qui s'appelait juste Hawkeye. Là, ils étaient séparés, mais ils se retrouvent assez rapidement dans ce West Coast Avengers. Du coup, c'est Kate Bishop qui monte une série, une équipe un petit peu à l'arrache. Il faut dire qu'elle est globalement toute seule sur la côte ouest. Elle vit à Santa Monica. Et à part le supérieur Octopus / supérieur Spider-Man, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui vivent dans le coin. Et du coup, tous les héros sont à New York et elle a besoin de... En fait, dans le premier numéro, elle est en galère et il y a une invasion de requins terrestres, c'est-à-dire des requins qui ont été modifiés pour avoir des jambes. Ils ressemblent à des chiens requins en fait. Ils sont plutôt mignons, mais ils sont plutôt dangereux en groupe. Et pour essayer de repousser l'invasion, elle fait appel à sa meilleure amie qui est America Chavez, qui est super puissante, qui a pas mal de pouvoirs, dont la téléportation. Enfin, via des voyages interdimensionnels. Du coup, pour monter rapidement une équipe, donc qui va récupérer du monde un peu partout. Ce qui nous donne une équipe avec les deux Hawkeye. Fuse, qui est le petit ami de Kate Bishop, America Chavez, on a Gwenpool qui est intégré, et enfin on a Quentin Quire, qui est Kid Omega. Alors je sais pas s'il a un autre nom en VF d'ailleurs, j'ai un doute. Qui est le plus insupportable des adolescents mutants, mais le plus drôle aussi, avec ses t-shirts qui contiennent des messages assez drôles depuis le run de Jason Aaron il y a très longtemps sur Wolverine and the X-Men. Et qui est très puissant, qui est voué à devenir le porteur de la Force Phoenix, mais là qui a perdu pas mal de ses pouvoirs à son grand dam en ayant fait le bien, donc ça le saoule un peu d'avoir fait le bien et d'en avoir été puni. C'est parce qu'il est comme ça, Quentin Quire. Et du coup, toute cette équipe, globalement, est constituée vers la fin du premier numéro, sachant que Quentin Quire, lui, amène une équipe de télé-réalité qui fait que l'équipe va pouvoir être financée et qui nous donne un petit gimmick qui est les séances de confessionnal devant la caméra où les personnages parlent de ce qui s'est passé ou sont interviewés, des choses comme ça. Donc un gimmick assez drôle, même s'il a été vu et revu. Et d'ailleurs, on en reparlera juste après parce que la prochaine série dont je vais parler chez DC utilise aussi le confessionnal, mais de façon beaucoup moins drôle. Mais ça reste un gimmick qu'on voit de temps en temps, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, alors Gwenpool, je voulais revenir dessus puisque c'est un personnage qui m'était pas du tout vendu à la base. Hein. J'étais plutôt réfractaire, principalement du fait qu'il y a eu un forcing de fou quand elle a été créée sur le personnage et sur son côté kawaii et brisage du quatrième mur. Moi, ça m'a saoulé un peu parce que je le trouvais. Déjà, j'aime pas qu'on fasse un forcing aussi fort, et surtout, je trouvais redondance avec un personnage comme Deadpool que j'apprécie pas particulièrement parce que je trouve qu'on l'a un peu trop caricaturé. Enfin, son personnage est une caricature de lui-même de plus en plus, donc ça me saoule un peu. Sauf que là,
Le personnage de Gwenpool est globalement rebooté pour la série. Donc on a un personnage qui se comporte un peu différemment, mais en plus, vu que c'est un personnage qui à la base brise le quatrième mur, puisque c'est un personnage de un monde extérieur qui est globalement notre monde, qui est rentré dans l'univers Marvel, se rend compte qu'il a été rebooté et ne fonctionne pas pareil, ce qui donne des situations plutôt amusantes. Et je trouve que Kenny Thompson gère très bien le personnage. Donc voilà, c'est que dire sur la série, si ce n'est qu'en fait elle joue pas mal sur sa dynamique d'équipe, sur des personnages qui sont un peu qui peuvent être un peu des losers dans certains côtés et qui se battent contre des méchants qui sont un peu des losers aussi. D'ailleurs le premier arc voit un méchant qui, je vais pas vous spoiler, mais vous comprendrez assez rapidement, tout comme eux, qui il est en fait, euh, qui est du coup une version plus parodique d'une d'un méchant qui est déjà parodique lui-même. Donc ça donne quelque chose d'exceptionnel et des expériences scientifiques qui nous donnent des dragons géants et des choses comme ça. Et, et je vous laisserai face à la conclusion de ce que donne ce dragon géant. C'est plutôt intéressant et c'est plutôt très drôle. Et voilà, donc c'est une série très drôle qui en plus touche quelques cordes sensibles et côté dramatique du côté de Kate Bishop pour l'instant. Alors on joue principalement sur son personnage. C'est en ça que c'est plutôt une suite à Hawkeye, puisque c'est vraiment elle le leader et c'est vraiment elle qui est au centre des choses. Mais, euh, mais les autres personnages sont pas pour autant en reste. Il y a pas trop de problèmes là-dessus. Et qui plus est, le personnage de Gwenpool a une fascination pour les animaux. Et comme on croise pas mal d'animaux un peu chelous tout le long, on se retrouve souvent avec des adoptions d'animaux chelous. Donc je vous laisse voir ce que ça donne. Et il y a aussi quelques relations amoureuses qui se créent. C'est plutôt intéressant. Au dessin, on a Stefano Caselli pour le premier arc et Daniele Di Nicuolo pour le deuxième arc, qui étrangement dont le style se marie très bien. La transition est très facile. Alors, c'est colorisé par la même personne qui est Triona Farrell, donc peut-être que ça aide. Je trouve que le style se rapproche fortement, sauf qu'il y en a qui réussissent mieux. Enfin, il y en a un qui réussit mieux les visages de certains persos et l'autre qui réussit mieux les visages d'autres persos. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il fasse un team-up à un moment. Mais pour l'instant, c'est une des séries les plus cool qui soit mise chez Marvel. Alors, d'une façon générale, les séries sur les jeunes héros, c'est celles auxquelles j'accroche le plus. Parce que c'est les séries les plus fraîches. Les vieux héros, on les a vus. On sait que les auteurs ont tendance à patiner un peu dessus parfois. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses bonnes, mais par exemple, même Kelly Thompson, qui est très bonne autrice, avec laquelle j'ai pas de problème, quand on la met sur Uncanny X-Men avec n'importe qui, c'est pareil, ça donne pas des choses. Tous les auteurs se sont cassés les dents sur Uncanny X-Men, ça continue maintenant. Voilà, donc jetez-vous dessus dès que ça sera publié, second semestre 2019 probablement. Et enfin, on va finir tous ces podcasts d'ailleurs, parce que c'est le dernier que j'enregistre et c'est le dernier numéro de cette partie. Du coup, avec Heroes in Crisis, qui est l'event actuel de chez DC. Alors c'est un event un peu particulier parce que c'est un event beaucoup plus intimiste que ce qu'on a l'habitude de voir, un peu plus dans la veine de Identity Crisis d'il y a une quinzaine d'années de Brad Meltzer. C'est géré par Tom King à l'écriture et Clayman au dessin. Et le 5e numéro sur 9 prévus est sorti aussi le 30 janvier. Et là aussi on parle de confessionnal, mais pas du tout de la même façon que précédemment. Donc de quoi ça parle pour ceux qui ne connaissent pas du tout? Ça parle d'un concept qui est le sanctuaire, Sanctuary en VO, ça devait être le nom de la mini-série mais ça a été changé. Et je pense que ça sera traduit en tant que sanctuaire en français, au moins pour le nom de la chose, qui est un lieu secret qui est destiné à aider les super-héros et les super-vilains à faire face au traumatisme psychologique qu'ils peuvent avoir de leur vie un peu extraordinaire. Et c'est censé être secret, censé être complètement anonyme, sauf qu'un jour, il y a un problème et tous les résidents qui sont à ce moment-là dans le sanctuaire sont tués. Sauf 2 qui deviennent du coup les principaux suspects. Dedans, il y a un super vilain et un super héros. Et sachant que les 2 semblent avoir des mémoires divergentes sur certains éléments. Et du coup, ça va partir en enquête sur qui a fait ça. Mais une grande partie
de la chose se passe avec les flashbacks, on va dire les enregistrements des séances de psychiatrie en mode confessionnal, sur des pages des gaufriers de héros qui... Alors un gaufrier, je sais pas si je suis clair avec tout le monde, un gaufrier c'est une page qui est divisée en un certain nombre de cases, du coup en forme de gaufrier. Et du coup chaque page présente un héros qui confesse ses traumatismes. Donc c'est assez dark la plupart du temps, sur la moitié des numéros. Et on a aussi une problématique du public qui va être informé de l'existence de ce sanctuaire et du coup de la gestion de crise par la Justice League, d'essayer de rassurer les gens sur l'utilité du sanctuaire et sur les choses qui auraient pu dites, parce qu'il y a quelques fuites. Alors il faut savoir, je ne l'ai pas dit, mais dans les gens qui sont morts, il y a quelques personnes assez importantes. Donc soit ils sont définitivement morts, soit on aura un plot twist et les choses commencent un peu à pivoter dans cet épisode 5, enfin dans ce numéro 5, pour nous dire comment les choses pourraient être résolues. On verra. Mais dans l'ensemble, moi j'accroche vachement. Alors faut savoir que j'accroche vachement à tout ce que fait Tom King. J'avais adoré The Vision par exemple chez Marvel et Mister Miracle qui s'est fini récemment et dont on reparlera très prochainement à l'occasion de la sortie du TPB en VO. Et il faut savoir que Tom King c'est un ancien agent de la CIA, pour ceux qui ne savent pas encore, qui a servi son pays notamment en Irak et qui a un thème de prédilection, c'est justement le traumatisme et comment gérer le parallèle entre la vie privée et la vie de tous les jours, la vie normale, et la vie d'un soldat ou de quelqu'un qui est tous les jours face à des traumatismes justement. Alors ça peut être des secours, ça peut être des forces militaires, ça peut être n'importe quoi, mais des gens qui vivent des situations qui ne sont pas normales et qui doivent vivre avec ça au jour le jour. Le problème, c'est que... Enfin, le problème. Du coup, beaucoup de gens peuvent ne pas aimer parce que... déjà, ces sujets sont assez répétitifs, on en a aussi sur Batman. Mais il a aussi des gimmicks d'écriture. Et les gimmicks d'écriture, c'est une conséquence assez catastrophique. C'est que quand on aime, on adore. Mais quand on n'aime pas, on déteste de plus en plus. Et je comprends totalement que beaucoup de personnes puissent être de plus en plus refroidies par son traitement, notamment sur Heroes in Crisis, qui est plutôt lent quand même, parce qu'on a passé la moitié de l'event et il s'est pas passé des masses de choses. Il y a juste eu beaucoup de parlotte et beaucoup de psychologie, ce que je trouve très intéressant, mais qui peut saouler légitimement quelqu'un. Et un de ces gimmicks d'écriture, c'est notamment d'utiliser un personnage qui va être un personnage souvent secondaire, souvent un personnage utilisé comme ressort comique, et de le transformer en personnage tragique. Et si vous êtes lecteur de Batman, vous pouvez voir clairement que ça a été fait avec Kite Man par exemple. Ça a été fait un peu avec Booster Gold justement. Alors je sais pas si c'était publié en VF, mais un peu avant le numéro 50, dans les arcs qui précédaient le numéro 50, quand on a un Booster Gold avec un Batman d'un univers alternatif. Et là, on a encore la même chose avec Booster Gold, qui devient un personnage très tragique, somme toute, et clé dans cette enquête. Je vous laisserai, enfin, je vais pas vous spoiler, je vais vous laisser tout découvrir, mais voilà. Donc, on a deux problèmes, du coup, qui ressortent cependant de cette série que moi j'adore particulièrement, mais donc il y a l'écriture de Tom King qui a pu refroidir, et il y a un autre problème qui est qui est une polémique sur les dessins de Clayman. Alors Clayman, je sais pas si tout le monde connaît, mais c'est un personnage qui dessine des choses très belles, mais surtout des personnages de façon très sexualisée en général. Il dessine des femmes très belles et des hommes très beaux, mais avec une tendance à l'hypersexualisation assez importante. Ce qui peut convenir à certaines séries, ce qui a du mal à convenir pour une série qui traite de traumatisme. Et il y a deux cas qui ont posé problème, notamment une couverture pour le numéro 7, je crois, mais qui avait été refusée, qui montrait un personnage mort au sol, mais dans une position qui pouvait être considérée sexualisée. Alors moi, j'ai pas tellement de problème avec cette couverture parce qu'elle a été refusée, du coup. Mais par contre, dans le numéro 4 du mois dernier,
On a deux cas, un particulièrement gênant de Batgirl qui présente dans sa séance de confessionnal sa blessure infligée par le Joker quand le Joker lui a tiré dessus dans The Killing Joke, donc il y a très longtemps. Et du coup qui présente sa blessure devant et derrière, mais dessinée de façon, enfin dans un costume et des postures hyper sexualisées, sachant que l'écriture de Tom King empire le problème puisque ça se fait sur plusieurs cases, puisque c'est très lent dans un gaufrier, donc toute cette révélation se fait sur plusieurs cases. Donc personnellement j'ai été un peu gêné, je comprends la polémique sur le sujet. Et dans le même numéro, on a aussi une sexualisation un peu out of character de Lois Lane avec Clark Kent qui est pas forcément utile, quoi. Et voilà, donc c'est un peu particulier comme œuvre. Alors je suis pas de ceux qui seraient, qui vont crier à la nullité de l'œuvre, parce que je trouve qu'au niveau scénario ça se tire vachement bien. À cause de ça, je trouve que c'est un problème par contre qui devrait soulever la discussion pour essayer d'améliorer la façon dont les comics sont faits, tout simplement, et éviter ce genre de choses, quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Heroes in Crisis? Pas grand chose, je pense que ça va arriver. Ah si, non, c'est pas je pense, je crois que ça a été annoncé que ça arrive en novembre, mais je sais pas si ça arrive, sous quelle forme ça arrive, chez Urban Comics. Moi je vous conseille d'y jeter un oeil, je pense que ça serait une série qui fera date une fois passé la problématique des dessins, quoi. À voir comment ça sera géré sur la suite. De toute façon ça changera pas de dessinateur, ça c'est sûr, donc à voir. Voilà, et ben écoutez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois. Salut. Invasion extraterrestre. Poursuite infernale. Honnêtement, j'étais sur le point de passer la main quand je vous ai rencontré.